L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'après-ski. Une émission où on va partir à la rencontre de l'un des meilleurs slalomeurs actuels en Coupe du Monde. Mais d'abord, tradition oblige, on passe au débrief des courses du week-end passé. Et un week-end mythique avec notamment les épreuves à Kitzbühel sur la mythique Streif. Et on attendait un homme, Marco Odermatt. Lui-même avait annoncé que le grand objectif de son hiver, c'était de régner pour la première fois sur la Streif en descente. Eh bien, Marco Odermatt devra attendre puisqu'il a été battu par l'incroyable Italien Franzoni qui, après ses 2 podiums à Wengen, reste sur son petit nuage. Si cette deuxième place est dure à avaler pour Marco Odermatt, il y a un autre skieur pour qui la période actuelle est encore plus compliquée, c'est Justin Murisier. Il avait encore un espoir de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Pour cela, il fallait frapper un énorme coup du côté de Kitzbühel. Malheureusement, pour le bagnard, ça n'a pas été le cas. Pas de top 15, ni en Super G, ni en descente. Il devra donc suivre les Jeux Olympiques depuis chez lui en vallée, contrairement à son pote Daniel Yule. Daniel Yule, 12e du slalom dimanche à Kitzbühel, un slalom où Loïc Meyer a terminé 2e. Daniel Yule s'est donc offert le droit d'aller à Milan Cortina où il disputera le slalom et le combiné par équipe. Côté féminin, le duel entre Mikaela Shiffrin et Camille Rast s'est poursuivi et le mot de la fin est revenu à l'américaine. Victorieuse en slalom dimanche, elle s'est offert par la même occasion le grand globe, le globe de cristal de la discipline. C'est le 9e déjà qu'elle remporte, c'est tout simplement un record. Camille Rast, en revanche, a réalisé une très très bonne opération en géant où elle a terminé au pied du podium, certes, samedi, mais elle a pu profiter de l'abandon de la leader de la discipline, Julia Scheib, pour revenir à 89 points de l'Autrichienne alors que 2 géants sont encore au programme. Et encore un mot de Mélanie Meyer qui a terminé aux portes de la 15e place en slalom dimanche. Elle n'a donc pas totalement rempli les critères olympiques. Malgré cela, elle fait partie de la liste des skieuses suisses qui seront de la partie à Cortina. Donc la skieuse des Rémans pourra disputer le slalom et le combiné par équipe en Italie. Mais avant les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde continue, ce mardi soir notamment, et demain, mercredi, à Schladming. C'est les techniciens qui seront en piste, avant que les meilleurs spécialistes de la vitesse se donnent rendez-vous à Crans-Montana, ici, chez nous, en vallée. Ce sera vendredi et samedi pour un Super G et une descente féminine, avant que la piste de la nationale, la mythique piste, n'accueille les meilleurs descendeurs au monde dimanche. Allez, on vous avait promis en introduction de partir à la rencontre de l'un des meilleurs slalomeurs de la Coupe du Monde actuelle. On retrouve tout de suite Johan qui est à Rolla avec cette personne. Tout à fait Greg, nous sommes en compagnie d'Armand Marchand, le slalomeur belge qui s'est installé dans le top 15 mondial des meilleurs spécialistes du virage court. Salut Armand. Salut. Et également avec Sébastien Trevelletti, le président de Télé Anzer. Salut Sébastien. Salut. Alors Armand, on ne trahit pas de secret, tu es sponsorisé par Anzer, t'as un petit côté valaisan. Ouais, clairement, je le porte fièrement tout au long de la saison sur mon casque, sur ma casquette. Du coup, non, ça fait plaisir en tout cas déjà rien que pour un athlète de représenter une station de ski, je pense que c'est déjà quelque chose de très particulier. Mais là après, en plus avec Anzer, avec mon parcours, mon histoire, j'ai déjà quand même aussi beaucoup de liens avec le Valais et tout ça. Et c'était super plaisant, quand le partenariat s'est créé, avoir
Anzer sur le casque. Et en tout cas, je suis très fier de l'avoir et je me sens vraiment bien avec ce sponsor-là sur la tête. Quelle relation tu entretiens avec le Valais? En fait, c'est quand j'étais petit, mes parents, on a toujours voyagé un peu en camping-car et on est parti sur la Suisse et on a rencontré la famille Gabiou qui nous ont dit voilà, si vous voulez, il y a des courses en Suisse et tout ça. Et au final, on a commencé à faire des courses en Suisse et j'ai fait ma toute première course de ski, c'est la course Grand Prix Migros. Ouais. Alors, je crois que c'est difficile de faire meilleur attachement au niveau course suisse. Et puis après, j'ai fait des courses, les courses Family Rivella et des choses ainsi. Mais ouais, c'est un peu mes attachements que j'ai pu avoir avec la Suisse dès mon tout jeune âge. Sébastien, on voit plein d'athlètes qui arborent une station de ski. Généralement, les stations de ski sponsorisent des athlètes de leur village ou de leur région, mais jamais un athlète étranger. Comment en êtes-vous arrivé à cette situation et à ce partenariat? Bon, la première chose, peut-être un petit historique sur Anzer. Anzer, à sa création il y a 60 ans, a été aussi créé par certains Belges qui sont établis dans la région et qui ont souhaité développer Anzer. Alors, il y avait ce clin d'œil-là, mais il y avait aussi un autre clin d'œil, c'est que pour nous, de faire connaître Anzer en Suisse, on est un parmi tant d'autres, tandis que d'avoir Armand avec nous, ça nous fait connaître en Belgique, mais il y a un autre élément. Armand, que ce soit les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, il ne doit jamais se battre pour une place. S'il a ses résultats et ses points, il est sûr d'y être. Alors ça a aussi une grosse différence. Un athlète suisse, en ayant des hauts, des bas, c'est extrêmement compliqué. Armand a eu 1 ou 2 saisons en arrière un peu plus de difficultés, mais il était toujours là dans les médias parce qu'il est unique. Et ça c'est très spécial, mais c'est très très sympa et on est fiers de ça. C'est vrai, il y a un rayonnement international pour toute la station. Comment vous en êtes arrivés à ce partenariat tous les deux? Alors, ce qui est exceptionnel dans l'histoire, je crois que ça devait être 2016. Tu t'es blessé en 2017, hein? Ouais. Alors en 2016, tu t'es gravement blessé au genou à Delboden. Ouais, et en 2016, par hasard, j'étais invité à Val d'Isère pour le critérium de la première neige. Et puis, on était en plus avec Sophie Clivin qui s'occupait des médias pour la FISE à l'époque. Et Sophie, on mange ensemble, dit demain il y a un Belge qui court. Et pareil qu'il va super bien. Je dis bon, et c'était un peu une blague. Même pas. J'attends la suite. Et dans ce cadre-là, pourquoi cet attachement? Parce que mon épouse est belge et il y avait un peu ce feeling. Tiens, comment? Et d'un coup, on regarde la première manche, mais peut-être t'avais, je sais plus quel dossard, mais 65. 65. Et là-dessus, d'un coup, j'ai dit, mais il est qualifié pour la deuxième manche. Et il fait aussi un super résultat. Je fais 18e de la course, du coup, pour 18 ans, marquer les premiers points Coupe du Monde, c'était vraiment très très jeune. Dans cette saison-là, il y a que 2 mecs qui sont nés en 97 qui ont marqué des points en Coupe du Monde, c'était moi et Marco Dermatt. Voilà, ça pose le contexte. C'était pas mal. Après, voilà, malheureusement, moi, je me suis blessé derrière, et je pense qu'on s'est resté en contact. Non, j'ai pas eu le contact, mais j'ai vu cette première photo, et Sophie a fait une photo quand il était arrivé là pour me l'envoyer. Je l'ai toujours. Et ensuite, il y a son accident. Son accident, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut le suivre. Et là-dessus, j'ai dit, est-ce qu'il va revenir, pas revenir avec la blessure? Je pense presque aucun athlète aurait réussi à revenir. Je pense que c'est une force de la nature, un caractère on va y revenir après là-dessus. Et après, il va. Et ce qui se passe entre deux, c'est Bertrand Duby qui vient de directeur de Télé Anzer en 2019. Il recommence à faire ses premières courses Coupe du Monde. Déjà, il est en Nouvelle-Zélande où il fait une bonne tournée, peut-être il le dira après. Puis il fait sa 5e place à Zagreb. Mais on avait déjà un focus dessus. J'ai dit, faut trouver le contact. Et c'est là que c'est parti. Et on s'est rencontrés la première fois à Delboden où on a discuté de ça. Des prémices, et à Wengen, il courait déjà avec Anzer. Ça n'a pas mis long. C'était une surprise pour toi de voir tout d'un coup une station suisse qui vient te débaucher en quelque sorte. Complètement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un seul moment, parce que je reviens de long complet, des enfers, personne me connaît ou me reconnaît, et puis là, très gros résultat, une station suisse qui sont intéressés de te sponsoriser, et là c'était vraiment super, quoi. Et
comme je le redis, avoir une station, c'était vraiment chouette, quoi. Surtout une station suisse, et en plus avec l'historique que Anser a avec la Belgique, il y a vraiment un vrai lien, et je me sentais en tout cas super en connexion avec ce partenariat, et c'était super, en tout cas un chouette moment. Puis mon vrai premier sponsor bandeau aussi, je pense qu'on peut parler à tous les athlètes Coupe du Monde, je pense qu'ils se rappellent de leur vrai premier sponsor bandeau, et ça c'est mon vrai premier sponsor bandeau, et c'était quelque chose de vraiment très spécial. C'était un pari aussi pour vous, parce qu'Armand revient de 3 ans de blessure pratiquement. C'est un pari, mais après, à un moment donné, on n'aurait jamais eu des moyens, comme certaines stations aujourd'hui, de sponsoriser des athlètes qui sont... C'était une opportunité également. C'était une opportunité. Et puis nous, dans cette opportunité, je pense qu'il faut pas oublier que Bertrand Dubuis a travaillé 17 ans pour Swisski, qui était coach, qui a suivi énormément d'athlètes. C'était aussi un atout par rapport au partenariat qu'on a mis en place, parce que ils se contactent toujours, ils ont toujours des discussions sur des retours des courses, ce qu'ils pensent, etc. Et aussi, quand il a besoin de quelque chose, il peut appeler. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce plus-là. Cette combinaison-là était, je dirais, intéressante pour Armand. C'est aussi ça qu'il a séduit. Il n'y avait pas que l'aspect titre sponsor, il y avait tout un cadre autour qui pouvait faciliter les choses. Et c'est un peu ça ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est-à-dire d'être pas uniquement le pur sponsor, mais aussi de pouvoir fournir des services et des choses sympas, comme quand les Suisses vont s'entraîner à Reiteralm, plusieurs fois les venus à Anser, c'est la motoneige, il tourne, on lui met à disposition des infrastructures qui soient adéquates et dans le même esprit, et Bertrand sait ce que c'est, et ça c'est aussi beaucoup plus facile. Alors on imagine, en tant que Belge, skieur belge, si on n'est pas footballeur, si on n'est pas cycliste, dans ton pays, c'est difficile de se faire connaître et d'attirer du sponsoring. Oui, clairement, je suis vraiment un sport de niche en Belgique. Il y a c'est des passionnés de ski, vraiment plus de ski de compétition qui me connaissent. Après, il y a pas une grosse culture, comme tu viens de le dire, à ce niveau-là. Et c'est sûr que trouver des sponsors, c'est vraiment compliqué. Et surtout que c'est pas mon fonctionnement n'est pas du tout le même que l'équipe suisse ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment moi qui dois aller chercher, aller trouver tous mes sponsors pour compléter le budget et remplir la caisse pour pouvoir payer ma saison, parce que par exemple l'année passée la fédération diminue un peu mon budget et j'ai dû mettre les primes de course que j'ai gagnées l'année passée dans ma saison. Du coup je me suis mis zéro de côté, et c'est ça qui est un peu compliqué à ce niveau-là, mais grâce à des sponsors comme Monza et tout ça, c'est des sponsors qui me permettent de même pas de vivre, mais juste de pouvoir continuer de continuer ma carrière. C'est pour ça, quoi. À t'entendre, si tu n'avais pas typiquement le soutien d'Anser, tu ne pourrais pas avoir la carrière que tu as maintenant. Même je skirais même pas. C'était une grosse question, pas une grosse question, mais c'était un gros stress à la fin de saison passée, parce que tu fais le bilan de ce que tu dois payer, les salaires, les voyages et tout ça, et tu te dis ok, il y a tout ça à payer. J'ai ça comme sponsors qui sont déjà en cours. Il faut encore, je trouve, ces sponsors-là. Et quel autre argent je peux arriver à mener pour compléter ma saison. Et si à un moment donné, j'adore le ski. Moi, c'est ma passion. J'adore. C'est plus qu'un métier, quoi. C'est vraiment une expérience de vie. C'est plein d'émotions qu'on peut avoir dans ce sport-là. Mais à un moment donné, c'est tellement aussi du stress financier que j'ai pas envie de rentrer là-dedans et de ruiner mes parents, ruiner ma famille pour le ski. Et c'est ça qui est des fois un peu dommage et qui était un peu dur ici sur le début de l'été, parce que j'avais vraiment ce stress financier. Et voilà, heureusement, ça va. Entre guillemets, tu arrives j'ai fait des bons résultats. Du coup, pour le moment, j'ai pas des énormes touches. J'étais un peu étonné après le podium à Guerrero et tout ça. Je pensais que j'allais beaucoup plus avoir de retomber au niveau de sponsoring et tout ça. Peut-être que ça va plus venir sur la fin de saison ou pour démarrer la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est sûr que trouver des sponsors, ça devient de plus en plus compliqué. T'as un double métier parce que t'es skieur et tu dois en plus aller je dirais même que j'ai trois casquettes, parce qu'au final je gère mon équipe aussi. C'est pas comme une fédération. Moi c'est moi qui trouve mon entraîneur, c'est moi qui trouve mon kiné, mon technicien, c'est moi qui les rémunère et tout ça, et du coup c'est moi qui dois gérer un peu cette structure là, et puis c'est encore trouver les financements derrière. Du coup je suis manager, chef d'entreprise, skieur. Voilà, il y a un peu différentes casquettes, mais après ça me plaît aussi, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est plein de petites choses, et puis au moins tu sais quand t'es sur les skis pourquoi t'es là, et quand t'es au départ tu sais que c'est limite les moments les plus faciles, quoi. Sébastien, vous avez sponsorisé
également Mallory Blanc la saison dernière. Vous êtes encore un petit peu sponsor avec l'athlète Dayen de votre commune, c'est ce qui est logique. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, vous puissiez encore sponsoriser d'autres athlètes, peut-être de petites nations, puisque c'est peut-être un peu plus dans votre budget? Alors, je pense qu'il y a deux rôles. Il y a le premier rôle par rapport aux athlètes locaux. On est un peu le tremplin pour la suite. Mallory, on le savait dès le départ que on ne sera pas son sponsor si elle éclate. Et on essayait même de tenir plus longtemps, mais aujourd'hui, quand Malo a un sponsor comme l'Helvetia, avec des contrats longue durée, on n'a aucune chance de s'aligner. Et on n'a pas les moyens financiers de le faire. Il faut rester à son niveau, et je crois qu'aujourd'hui, on continue avec Christophe Torrent qui est en Coupe d'Europe. Ça, pour nous, c'est notre rôle, je dirais plus par rapport aux athlètes locaux. Et après, s'il y a des opportunités sur l'international, où on voit qu'il y a une vraie histoire à raconter, parce que l'histoire d'Armand par rapport à la Belgique, par rapport à Anzer, c'est une chose, mais je pense que ces valeurs qu'il a transmises, et même, comme il dit, je suis chef d'entreprise, je suis coach, je suis manager, il fait tout, mais d'un autre côté, il a une chose, et ça je la trouve extraordinaire. J'ai jamais vu Armand s'énerver après un entraînement, même si les conditions de neige n'étaient pas bonnes. Il y a très peu d'athlètes comme ça, parce que quand il y a une neige pas bonne, etc., les athlètes, je veux pas dire des nations principales, ils vont quoi? Ils vont dire, on s'embête sur cette neige, ça va pas, etc. Et lui, il continue, il travaille dans toutes les neiges. Et je pense que certaines fois, quand il y a des conditions difficiles, ben, il a l'habitude de ça. Ce que, peut-être, nos athlètes suisses ou d'autres veulent que un type de neige, etc. Et ça aussi, on peut être fier parce qu'il a cette envie et il la dégage. Et puis aujourd'hui, ben, il commence à récolter les fruits de son acharnement, parce qu'il fallait être acharné, hein, d'où il revient. C'était un peu compliqué, ouais. Mais si on va poursuivre cette discussion, on va passer une page de pub et on va revenir surtout sur ta brillante carrière que tu mènes actuellement. À tout de suite. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. On est de retour à Arolla, à l'hôtel du Glacier. Arolla, où Armand, tu t'entraînes durant ce mois de janvier, le mois des slalomeurs. Armand, petite question, combien de Belges sont montés sur un podium de Coupe du Monde? Il n'y a que moi. Et ouais, effectivement. C'était donc le 22 novembre dernier à Gourgueul. Hein, tu as terminé deuxième derrière Paco Rassa. On imagine ta fierté avec le regard de tout le travail que tu as accompli derrière. Ah, c'était une journée juste incroyable, quoi. Surtout que je pense qu'on est sur une année de slalom où la densité elle est énorme, et quand tu es sur le podium dans une année comme cette année-ci, c'est vraiment la preuve que tu fais partie des meilleurs mondiaux. Mais ouais, c'est pour tout ce que tu mets en place, tout le travail que je fais, c'est pour ces moments-là, quoi. Et j'ai dû faire peut-être je crois que je suis à 79 Coupes du Monde, et j'en ai regardé du coup 78 au bord de la piste, enfin sur le podium, sur le bord de la piste. Et là j'étais sur le podium, et c'était vraiment, c'était juste extraordinaire, quoi. Vraiment super content, beaucoup d'émotions. Mon papa était là, et c'était vraiment une journée qui restera marquée à jamais dans ma vie, quoi. Comment tu l'as vécu, toi, Sébastien? Alors, on l'a vécu à distance, parce que j'étais pas sur place. Le hasard fait qu'on était tout un groupe de copains à Zermatt, et on était sur Tchervinia, et la deuxième manche, on a suivi avec le téléphone, mais en direct sur la TV.
Mais au moment où on a vu qu'il était sur le podium, il y a une explosion de joie. Et après, il finit 2. Mais c'était exceptionnel. On était heureux et tellement fiers pour lui parce qu'il a travaillé. Alors les gens, et je pense que le public ne voit pas ça, mais derrière, il y a un travail. Et je crois que tu as publié une photo qui a marqué beaucoup de monde. C'est sa musculature des jambes. Elle est juste phénoménale. Je pense qu'il y a peu d'athlètes qui ont travaillé autant que toi du point de vue physique et aujourd'hui tu t'en sors grâce à ça parce que ton genou il est pas en bon état. Surtout, la photo c'était surtout pour montrer l'état de mon genou qui est vraiment on le voit à l'image là actuellement qui est un peu difforme quoi. mais bon, même si on est même quasiment partiellement handicapé parce que franchement j'ai pas la flexion complète de mon genou, c'est quand même très très compliqué au quotidien. On peut quand même avec beaucoup de travail et de remise en question, de changement de structure parce que voilà, j'ai changé quand même beaucoup de choses ici ces dernières années pour arriver à ces objectifs-là et c'est ces choses qui me font vibrer parce que c'est sûr que le ski, faire de la compétition, faire partie du top 30 Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel, surtout en étant belge. Mais moi, j'ai une vision sur le plus long terme et ce qui me fait vibrer, c'est être sur le podium, c'est être dans le combat, quoi, dans le combat avec tout le monde, jouer avec les meilleurs, jouer avec les meilleurs. Et ça, c'est vraiment une sensation qui est hyper gratifiante et qui est encore plus motivante. Tu disais que après ton podium à Gurgel, qu'on pourrait faire un film sur toi. L'histoire est assez particulière. Quoi. On peut reprendre depuis le début. Hein. Il faut dire, ton papa est fermier, ta maman est vétérinaire. C'est ça. Donc, et comment un enfant belge avec ce background arrive sur les skis? C'est une passion familiale, on va dire. Comme tu viens de le dire, mon papa fait marchand de veau, ma maman vétérinaire. Et pour vraiment décompresser de la semaine de boulot, on partait en camping-car tous les week-ends à la montagne, d'abord dans les Vosges, puis dans le Valais, puis après en Autriche, en Italie, un peu partout. Et après, j'ai rencontré vers l'âge de 8-9 ans, non plus jeune, vers 6 ans, j'ai rencontré le ski club de Malmedy, un ski club en Belgique. Et là, j'ai fait de mes 6 à mes 10 ans au ski club de Malmedy, où là, j'ai commencé à faire quelques petites compétitions, mais mes parents n'avaient jamais, et j'avais pas du tout l'envie de faire de ça mon métier, où on pensait pas du tout au haut niveau, quoi. Et après, j'ai fait 2 ans, ils ont créé une fédération francophone belge de ski. Là, j'ai fait 2 ans dans cette structure-là. Et après ces 2 années-là, on sentait que, on n'allait pas aller bien loin. Ou en tout cas, c'était il n'y a pas une très bonne ambiance dans cette structure-là. Et c'est surtout en 2010, à mes 12 ans, où là, j'ai rencontré mon mentor, on va dire, Raphaël Burtin, un ancien coach. Mon ancien coach qui a fait partie de l'équipe de France, 10 ans en Coupe du Monde. Il a fait les Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Et il a directement vu qu'on était un groupe à la base de 8 jeunes. Il a directement vu dans ce groupe de 8 jeunes que moi et les autres, on était hyper motivés, qu'on adorait le ski. Et je pense que ça, c'est l'élément principal pour réussir. Et il a proposé aux différents parents, voilà, est-ce que ça vous intéresse que votre fils fasse le même programme qu'un Français devrait faire pour atteindre le haut niveau? Ça veut dire les 40 jours de ski l'été, les 4 mois d'hiver à la montagne et faire toutes les courses qu'un Français devrait faire pour atteindre le haut niveau. Mes parents passionnés de sport qui adorent ça m'ont dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Et de fil en aiguille, j'ai fait les courses françaises, j'étais champion de France, champion de Haute-Savoie, ça tourne pas mal. Et après on arrive dans le monde de la FIS, des courses internationales, où là ça commence à devenir un peu plus sérieux. Et puis j'ai marqué mes premiers points à 18 ans. Ça veut dire que le choix des parents, de l'entraîneur et de l'entourage et ma motivation ça a été juste, ont été dans le juste. Et malheureusement après tout ce cheminement, il a fallu avoir une fin assez tragique parce que j'ai marqué mes premiers points, je crois, le 11 décembre 2016. Et après, je me suis blessé le 7 janvier 2017. D'un mois après, à Adelboden, après avoir vécu le plus haut de ma carrière, quoi. À cet âge-là, marquer mes premiers points en Coupe du Monde, c'était juste énorme, quoi. Je me rappelle, je pense que même au-delà du podium, je pense que c'est un de mes meilleurs moments, quoi. J'étais jeune, c'était là, voilà. On concrétisait tout ce qu'on avait mis en place avec ce petit groupe de famille, et c'était juste fantastique. On parle de cette blessure, hein. On dit que tu marques tes premiers points en Coupe du Monde un mois après, ton genou il est en miettes. Ouais. Tu passes vraiment pendant une rééducation de près de 3 ans. Comment tu fais pour tenir, pour te motiver, pour dire allez, je vais revenir? Je pense que la bonne chose, c'est que j'ai marqué mes premiers points en Coupe du Monde juste avant, parce que je venais de goûter sur pourquoi je travaillais, quoi. C'était juste énorme. Tu te retrouves avec tous les gars
que tu regardes à la télé, et puis la Coupe du Monde, c'est tellement une atmosphère différente de la Coupe d'Europe, des filles et tout ça. Il y a un public, il y a les sponsors, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui est juste énorme. Et moi, j'étais là, je dis, ah ouais, là, moi, c'est ici que je veux être, quoi. C'est pas autre part. Et ouais, après, voilà, je me suis blessé. Ma maman, vétérinaire, c'est très bien lire les radios. Et quand elle a vu la radio, elle s'est dit, bon, ok, là, si déjà mon fils refait du sport normalement, ce serait déjà beau. Et par chance, j'avais un super chirurgien en Belgique, le professeur Verdonk, qui lui m'a opéré. J'ai eu 2 ans sans ski, où j'ai eu 7 opérations durant ces 2 années-là, et lui a été super dans ce projet-là, parce qu'au final c'était vraiment un projet retour au haut niveau, quoi. Et lui, il était à fond dedans aussi, avec mon kiné Thibaut Schnitzer, qui est aussi toujours avec moi actuellement. Et vraiment, à nous 3, on a vraiment créé un spirit, une atmosphère, une envie de revenir au haut niveau. Et moi, j'étais habité par ce projet-là, parce que c'était, je pense que j'aurais jamais autant la flamme que ce que j'ai eu durant ces 2 années-là, quoi, parce que c'était fou, quoi. Tous les jours, je me réveillais le matin, j'avais qu'une seule envie, c'était de retourner au travail, de trouver des solutions, de progresser et tout ça. Ok, on se fait opérer. Je pense que mon chirurgien ne prend pas un fou, parce que tu vas chez le chirurgien, tu dis, j'ai mal là, il dit, on va devoir t'opérer. Les mecs, ils sont dommage, je vais me faire opérer. Moi, je ressortais de là, j'étais trop content. Je me dis, je vais me faire opérer, ça veut dire que c'est une autre étape, ça va aller encore un peu. Beau mindset. Ouais, ça va aller encore un peu mieux. Et derrière, 2 ans sans ski, et on a attaqué après tout gentiment à skier. Et comme Sébastien l'a expliqué, mes premières courses étaient en Nouvelle-Zélande, où j'ai dû refaire des points FIS, parce que en 2 ans tu les perds, et directement j'ai marqué des très bons points FIS. Boum, première Coupe du Monde Lévis, je marque des points. Deuxième Coupe du Monde Val d'Isère, je remarque des points. Troisième Coupe du Monde Zagreb, je gagne la deuxième manche, et je fais 5e en Coupe du Monde. J'ai fait un retour bien plus rapide que ce que j'aurais pu peut-être imaginer, mais d'un autre côté, j'avais déjà été en dehors quasiment 3 ans. Si tu reviens pas directement, tu tapes pas fort d'emblée, c'est terminé en dehors aussi, quoi. Mais surtout, après 11h, te signe. Mais là, il y a un petit creux quand même. Tu marques pas de points. Non. Et il y avait un peu de pression. Tu lui as mis un peu de pression là, Sébastien. Non, ils m'ont jamais mis de pression. Non, je rigole. Et moi, c'était plus moi où j'étais super mal pour eux, parce que c'était dur aussi, quoi. Je venais de faire je gagne une manche du Coupe du Monde, et après je fais 23e à Madonna, et derrière je fais une traversée du désert. Je pense que je fais 11 ou 12 courses sans prendre la qualif. Voilà, mentalement, c'est vraiment dur, quoi. C'est ça, c'est aussi ta force de résilience entre la blessure, entre ce passage dans le désert, comme tu le dis. Ça montre ta résilience, ta force de caractère, et surtout tu as dû te montrer de patient, parce qu'encore une fois, tu as dû attendre jusqu'à novembre dernier pour monter sur un podium. Dire la traversée du désert, par derrière tu l'expliques un peu, parce qu'au final, j'avais fait 2 ans où je m'étais tellement focus sur quelque chose de revenir au haut niveau, et là je gagne une manche de Coupe du Monde. Du coup, c'est difficile de gagner une course, mais je gagne une manche de Coupe du Monde. Du coup, j'atteins mon Saint Graal, quoi. J'atteins vraiment l'objectif de ces quasiment 3 années. Et derrière, j'ai vraiment eu une baisse de régime, parce que j'avais atteint un objectif hyper ancré en moi. Et je pense que c'est derrière que il faut se retrouver un autre objectif, et arriver à se relancer, quoi. Et après, on a réussi, ça s'est remis en place. Et l'année passée, je fais 6 fois dans les 15. À chaque fois, on voit bien, en somme, c'est tellement serré. Je me suis toujours dit que je pouvais être aussi sur le podium. Mais pour être sur le podium, il faut se donner à 110% les 2 manches. Et là, tu as peut-être une chance d'être dessus. Voilà, premier podium qui, on l'espère, en appelle d'autres. Sébastien, comment tu analyses sa progression? Parce que chaque année, Armand, il a grimpé les échelons. Mais, première chose, quand il est venu me voir, une fois, on devait revoir son contrat, etc., et il me mettait des objectifs très hauts, et je lui ai dit, mais calme-toi. J'ai dit, première chose, il y a une base, cette base, on doit travailler, et puis on progressera étape par étape. Ensuite, aujourd'hui, pour nous, en tant que sponsor, il faut être clair, il n'y a aucun objectif. Tant qu'il restait dans le top 30 mondial, pour nous, c'était déjà positif. Et puis après, on voyait qu'il grattait. Mais depuis 2 ans, il gratte, avec des hauts et des bas. Et on voyait le potentiel. Parce que souvent, tu sortais une des 2 manches vraiment à un super niveau. Et puis, il y avait chaque fois un petit couac ou une petite chose. Et l'année passée, 1 ou 2 fois, t'enfourches, que c'est rare. À Madonna, t'enfourches, tu fais une super manche, un super départ, t'as même le meilleur temps, si je me rappelle bien. C'est ça. Et on se dit, ça va passer. Mais
en tant que sponsor, pour nous, c'est surtout de pas mettre de pression et de le laisser travailler. Parce qu'il se met assez de pression lui-même. Je pense que celui qui se met le plus de pression, c'est lui-même, c'est plutôt l'entourage. Je pense aussi les parents, par moment. Ouais, je les ai calmés. Oui, mais c'est plus ça. Et je pense que le sponsor doit plutôt être en retrait, en support. Et pour ça, nous, on n'a jamais, je pense, pris une moindre décision sur un résultat. Par contre, la seule chose qu'on veut prendre, c'est si demain il arrive toujours plus haut, on veut être là, on veut continuer parce que ça nous tient à cœur. Parce que vraiment, et je crois qu'il a eu des mots lui-même, mais aussi certains journalistes belges, David Bertrand, après sa 2e place, écrit un message pour Bertrand Dubuis et moi en disant merci parce que c'est aussi grâce à vous cette 2e place. Sans vous, il n'aurait peut-être pas réussi à être là. C'est clair. Alors ça fait chaud au cœur et je pense que ça c'est quand ça vient en plus des médias qui sont complètement indépendants de ça et qui t'ont suivi de manière proche, David. Et ça, je pense que c'est un des plus... Ouais, c'est une des plus belles cartes qu'on peut jouer, puis dire voilà, c'est ça. Et je pense qu'on veut qu'il soit là et ça nous fait vibrer, mais je pense qu'il y a tout un aspect autre qui est aussi important, la personne, parce qu'il a une personnalité qui est extraordinaire et puis je pense, même sans un podium, il serait quand même toujours lui-même. Et il est encore, je pense, encore plus lui-même aujourd'hui et c'est ça qui est beau. Tu parles des médias, est-ce que avec Sam Mas, qui est performant également en géant aujourd'hui, est-ce que vous êtes reconnu en Belgique ou également sur le circuit de la Coupe du Monde? Est-ce que la Belgique n'est plus un petit pays, mais on vous considère un peu comme un pays pas alpin, vu que la plus haute montagne, elle fait 690 mètres chez vous, mais... Non, je pense qu'il y a plus trop il y a toujours on dit des petites nations, quoi, mais je pense qu'il y a plus trop de gêne à avoir à ce niveau-là parce que on essaie de faire le maximum avec les moyens qu'on a et je pense qu'on se débrouille pas mal. Mais non, on n'est plus du tout étiqueté comme petite nation parce que voilà, ça me skie très bien, je skie très bien et on fait partie maintenant des coureurs plus, on va dire, du gratin mondial. Plus des coureurs que notre nation, quoi. C'est sûr que les Belges en général sur les filles, tout ça, c'est pas eux qui performent le plus, mais on fait partie des coureurs qui ont mis du respect sur notre pays au final. Mais oui, non, je pense on fait partie des bonnes personnes et des bonnes nations. Ouais. Alors, comme on a l'habitude dans cette émission, on va fouiller un peu les réseaux sociaux de nos invités. Alors, on a 3 photos à te montrer. Ouais. Il va falloir que tu nous les décrives rapidement. Okay. Alors, la première, c'est celle-ci. Prise en Nouvelle-Zélande. Ok. Voilà, c'est ça? Non. Si, très bien. Ouais. C'était super endroit. Ouais, il y a surtout une phrase que tu dis Every mountain is conquered first in the mind. Que l'on pourrait traduire. Chaque montagne est d'abord conquise par l'esprit. Voilà, ça te caractérise. Ouais, complètement. Je pense que surtout dans le sport de haut niveau, l'aspect mental joue tellement un rôle important. Et je pense que c'est la preuve. Cette photo-là a été prise le 3 septembre, du coup dans la préparation. C'est-à-dire que j'ai commencé à gravir ma montagne déjà à ce moment-là, et au final, je me suis retrouvé quasiment au haut de la montagne. Et il manque encore un petit échelon, mais non, la Nouvelle-Zélande, c'est un endroit très particulier aussi, comme là, ça me permet aussi, même mentalement, de me reposer et de faire un point aussi sur soi-même, quoi. C'est vraiment une photo qui est en dehors de la phrase, je pense, qui est belle et qui inspire le calme et qui inspire un peu à la méditation et à la réflexion sur soi-même. Pas trop froid, là? Ouais, c'est le but. Hein. C'est un bain de récup, du coup, on mélange un peu les deux, la récup et le mental. Autant faire 2 choses à la fois. La deuxième. C'est celle-ci, c'est que tu as d'autres passions, évidemment. Le motocross. Voilà. Par mon père surtout, parce que moi j'ai plus commencé avec un guidon entre les mains que vraiment des skis. Mon père était pas forcément vélo, parce que vous faites pas tous que du vélo. Non, parce que mon père faisait quand même du motocross à un assez bon niveau. Et j'ai toujours fait du motocross et ça a toujours été une passion que j'ai adoré exercer. Et je pense qu'il y a plein de similitudes avec le ski. Il y a un peu la prise de risque, les sauts, la technicité. Et puis j'aime bien les sports moteurs. Alors non, franchement, c'est un sport que j'apprécie. Et la dernière, l'un des plus beaux moments de ta carrière également. Ah oui. Ça a été
Un des plus beaux et un des pires. C'est vrai. Ouais. Raconte-nous. Donc tu es porte-drapeau. Hein, Du coup, là, photo de Pékin. de porte-drapeau de Pékin. Ils m'ont désigné en tant que porte-drapeau par rapport à tout ce que j'ai pu traverser avec la blessure, la résilience, l'exemple pour les jeunes et tout ça. Et c'était vraiment quand j'ai reçu l'appel de Olaf, celui qui s'occupe du comité olympique belge. C'était juste énorme, quoi. Et puis, parce que t'es petit, tu regardes à la télé et là tu te dis, je vais être porte-drapeau de mon pays. Ça va être juste un moment extraordinaire. Et non, ce moment-là, j'en ai profité du début jusqu'à la fin parce que c'était juste énorme. Et surtout, plus pour mes parents. Parce que c'est un programme qui, eux, ils ont mis aussi tout bout à bout. Et pouvoir être porte-drapeau, et je les imaginais derrière la télé. Très ému, j'imagine. C'était vraiment un super moment. Et après, pas très bon moment, le pire, parce que je me suis cassé un ligament de la cheville en enfourchant à Schladming, la course juste avant les Jeux Olympiques. Je suis arrivé là-bas en béquille. J'ai pas du tout skié. J'ai passé quasiment 3 semaines dans l'hôtel olympique. J'ai fait la course quasiment sur une jambe. J'étais au fond du trou à cette période olympique en Chine. Et ouais, je pense que c'était un de mes pires moments en ski. Mais après, heureusement qu'il y a eu ce moment de porte-drapeau qui était là pour un peu engayer cette quinzaine olympique. Mais non, sinon c'était un bon moment. Le reste des JO était un peu plus compliqué. En parlant de Jeux Olympiques, dernière question. Il y a ces JO à Bormio pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Une médaille olympique, ce serait vraiment l'aboutissement. Ouais, clairement. C'est le plus gros objectif pour toi cet hiver? Oui, c'est la plus grosse course. Elle est là tous les 4 ans. Du coup, c'est une course d'un jour. Il va falloir se donner à fond sur la journée de course, quoi, parce que je pense que pour moi, toutes les courses à médaille, c'est des courses où il faut vraiment se livrer, même voire un peu plus que le 110%, parce qu'il y a des mecs qui vont arriver à sortir ça. Et si tu veux être sur la boîte, c'est là-dessus qu'il faut miser. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Déjà, d'un autre côté aussi me réconcilier avec les Olympiques, parce que c'est quelque chose que tous les athlètes rêvent de faire, de participer. Et moi, j'ai une mauvaise expérience à ce niveau-là, et j'ai envie de pouvoir me dire, ok, j'ai vraiment profité de mes Jeux Olympiques, j'ai vraiment fait une belle course olympique, j'ai profité de cette atmosphère, et pour le moment, je l'ai pas. Et j'ai vraiment, au fond, moi, j'ai vraiment envie de sortir une grosse course et de faire de très beaux Jeux Olympiques. On te souhaite en tout cas de briller à ces Jeux Olympiques, de ramener une médaille au pays. Merci d'avoir suivi cette émission. Messieurs, on vous remercie d'y avoir participé. C'était une superbe émission. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler de ski, encore et toujours, dans l'après-ski. Ciao! L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.